Bonjour à tous et bienvenue dans ce débrief de la 10e partie du championnat du monde d'échecs 2021 entre le Norvégien Magnus Carlsen et son challenger russe Jan Nepomniachtchi. Merci pour vos retours au sujet des précédentes vidéos, le coup du jour et les débriefs. Je vous mets directement quelques photos de cette journée. Cette fois, le Flickr n'est pas tombé en panne et j'ai pu en récupérer pour vous les montrer. Pour rappel, après 9 parties, Carlsen menait 3-0 suite à ses victoires dans les 6e, 8e et 9e parties. Et donc il reste sur 2 victoires consécutives. Conséquence, à la fin de mon débrief d'hier soir, j'ai posé la question suivante: Nepomniachtchi peut-il stopper l'hémorragie? Aujourd'hui, il a fait nul avec les Noirs, sans coup férir, dans une partie propre pour retrouver un peu de confiance avant la journée de repos. Voyons tout de suite ce qui s'est passé dans cette 10e partie. Comme à l'habitude, vous avez les pendules en dessous des noms des joueurs pour suivre l'évolution de leur temps de réflexion. Ils commencent avec 2 heures. Ils ont 2 heures pour jouer leurs 40 premiers coups, après quoi ils récupèrent 1 heure. Magnus Carlsen qui a ouvert par E4. Il avait alterné D4 et E4 dans ce match. Il avait déjà fait E4 dans la 8e partie. Et on recommence. Pion E5, cavalier F3. On pouvait se demander si Jan Nepomniachtchi allait partir sur une sicilienne, qui est son arme habituelle et qui est réputée pour essayer de plus jouer pour la victoire, étant donné qu'il menait 3-0, mais il n'était pas dans cette optique aujourd'hui. Il a décidé de venir essayer de faire nul avec les pièces noires pour marquer un demi-point et se prouver à lui-même finalement qu'il était encore capable de faire une partie nulle dans ce match malgré les pièces noires. Après 2 défaites, cavalier F3, cavalier F6, donc il reste sur sa solide défense Petrov, réputée pour être très dur à franchir. Magnus Carlsen n'avait pas réussi dans son match de championnat du monde 2018 contre l'américain Fabiano Caruana. Il prend sur E5, il avait joué D4 la fois d'avant et il avait pris sur E5 à la première Petrov, c'est la 3e Petrov qu'on a dans ce match. Pion T6, il faut d'abord attaquer le cavalier pour pouvoir prendre le pion derrière, et au lieu de revenir sur F3, qui est le coup habituel et qu'il avait utilisé dans la partie numéro 4, eh bien, et la suite est logique, et c'est la case normale pour le cavalier, il a changé de coup ici, il a hésité un petit peu, il a opté pour cavalier D3, qui est une case extrêmement maladroite pour le cavalier. Je vais le mettre en rouge parce qu'il bloque le pion qui lui-même bloque le fou. Donc, quand on voit ce coup, on peut penser que c'est un débutant, probablement, qui est en train de jouer, mais pas du tout. Il s'agit du champion du monde, 4 fois champion du monde, Magnus Carlsen, numéro 1 mondial, depuis 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Il veut en fait aller sur la case F4, on va s'en rendre compte un peu plus tard. Les noirs reprennent leur pion, les blancs clouent le cavalier sur la colonne et les noirs déclouent, et ils sont obligés, pour pas perdre, s'ils font D5 par exemple, F3, le cavalier est cloué, il peut pas partir, le pion va le capturer, donc il faut vite mettre la dame devant. Alors là, les 2 dames sont maladroitement placées devant leur fou, donc elles empêchent toutes les 2 la sortie du fou. Et finalement, cavalier F4 de Magnus Carlsen. Et la menace est extrêmement sérieuse. Elle est dévastatrice. C'est cavalier en D5 qui attraquerait la dame. Et la dame serait surchargée parce qu'elle ne pourrait pas à la fois protéger le cavalier contre l'attaque de la dame blanche et protéger le pion en C7 pour éviter la fourchette. Donc ce coup sera absolument terrible, les noirs doivent absolument s'en occuper. Il a ramené son cavalier sur F6, ce qui neutralise complètement le coup, pour déjà parce qu'on contrôle la case, et puis en plus le cavalier n'est plus sur E4, donc la dame est libre, enfin libre, elle est clouée, mais dans l'idée, elle aurait pu faire autre chose que défendre le cavalier. On pourrait aussi faire pion en C6, ce serait pas déraisonnable, on sait qu'on va souvent suivre avec pion en D5. Et puis, il faut noter ici une façon beaucoup plus entreprenante de jouer avec les noirs, ce qui n'était pas l'objectif de Jan Nepomniachtchi aujourd'hui, mais ce qui avait été joué par Fabiano Caruana, par exemple, c'est cavalier en C6. On se laisse prendre cavalier D5 et on contre-attaque avec cavalier D4. Donc les 2 dames sont attaquées. En général, elles s'échangent comme ceci. Et puis, si les blancs prennent le fou, eh bien les noirs eux aussi prennent le fou. On a une variante
Les cavaliers prennent beaucoup de pièces à la suite. Dans la partie, il y a eu cavalier D5 menace la fourchette, et au lieu de se défendre, bah, ils perdent un cavalier en même temps. Les noirs qui contre-attaquent, qui eux aussi menacent la fourchette, donc les deux joueurs peuvent faire leur fourchette, et ça va revenir à peu près à l'équilibre. Les blancs, ils avaient choisi de défendre le pion, et les noirs reculent pour défendre eux aussi le pion. Voilà, bon, c'est assez proche de l'égalité, et ça s'était produit dans une précédente partie de championnat du monde en 2018. Cavalier F6, c'est l'option tranquille, on revient, on va probablement échanger les dames. Alors à noter que quand c'est comme ça, eh bien, les joueurs n'ont pas très envie de prendre la dame de l'adversaire, puisque dans les deux cas, le fou adverse reprendrait et sortirait, alors pas très loin, mais sortirait quand même pour permettre le roc. Par la même occasion, donc, si possible, les joueurs ils vont chercher des coups utiles pour éviter de devoir prendre la dame de l'adversaire. Mais tôt ou tard, ça devrait arriver d'un côté ou de l'autre. Donc il y a un équilibre comme ça, une tension, on peut dire, et c'est un peu le premier qui va craquer. Pion D4, pion au centre. Cavalier C6, il la joue en 5 secondes. Yannick Nepomniachtchi, vous pouvez voir l'évolution de sa pendule, 5 secondes, et il n'aurait pas dû. Alors, voilà. Il est venu pour se rassurer, bah je suis pas sûr qu'au débrief le soir, il s'en est peut-être rendu compte d'ailleurs pendant la partie, également, notamment pendant la longue réflexion de Magnus Carlsen un peu plus tard, non pas un peu plus tard maintenant, il a inversé les coups, Nepomniachtchi, donc c'est pas la grande forme, de toute façon ça on le sait que c'est pas la grande forme, hein. Il est mené 3-0, il vient de perdre 2 fois de suite, donc ça on s'en doute, et ce coup le prouve encore si jamais on avait encore un tout petit doute. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'il est venu, voilà, pour dire je vais me rassurer aujourd'hui, etc. Et bam, il joue ce coup en 5 secondes et ça, enfin, je dis pas que ça aurait pu le coûter cher parce que cette position est très calme, donc ça va, même quand on se trompe, c'est pas la fin du monde. Mais enfin, cette erreur-là, c'est pas la fin du monde, mais quand même, voilà, c'est dommage quoi. Ça, donc sa préparation, non. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il a vraiment révisé Cavalier D3 qui a un coup peu ambitieux et peu dangereux, donc ça je vous l'accorde, par rapport à tout ce qui a révisé dans la défense Petrov, je vous l'accorde aisément. Cependant, voilà, c'est le 7e coup de la partie, et il se trompe, il faut d'abord échanger les dames, le fou reprend, alors certes on fait développer le fou, mais maintenant on attaque le pion, du coup les blancs doivent s'en occuper, ils vont perdre un petit coup à s'en occuper, et puis maintenant les noirs mettent eux-mêmes leur pion au centre, et on a une position qui est assez proche de celle qui a été obtenue dans la partie, mais par le bon ordre de coups. C'est certainement cette position qui figurait à l'intérieur des fichiers de l'équipe russe. Mais Nepomniachtchi, il est un peu trop vite, il a joué cavalier C6, attaque le pion certes, mais il laisse une possibilité supplémentaire à Magnus Carlsen, il lui donne le choix, un peu comme dans la partie numéro 8 quand il a fait H5, et que Magnus Carlsen avait le choix entre jouer de manière tranchante, mais il menait à 1-0, et il a hésité, il n'était pas sûr, et il a choisi Dame 1 échec, le coup calme, et là il avait le même dilemme, et franchement il était bien embêté, et dans le débrief d'hier j'avais dit, je sais pas trop s'il va vouloir jouer pour la victoire ou pas, bah apparemment lui non plus, il savait pas trop, parce que ici il a beaucoup hésité, il a réfléchi presque 20 minutes, vous voyez qu'il a joué C3, il ne reste que 1h35 alors qu'il avait 1h55 quasiment ici. Donc quelle était son option s'il voulait combattre? Aujourd'hui, il peut mettre le fou devant sa dame pour laisser les dames sur l'échiquier, la dame étant la pièce la plus puissante en attaque. Eh bien, on a plus de chances que ça aboutisse à un combat si on fait ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut montrer? On peut montrer beaucoup de choses, mais juste le fou pourrait se développer sur F5, c'est logique. Là, il y a deux options pour les blancs. Il y a une option très aventureuse qui partirait dans Dame B5, on attaque le fou, on prend le pion B7. Bon, déjà, à peine on voit ce coup, on comprend que les blancs, normalement, s'ils mènent 3-0 dans un match de championnat du monde, ils veulent pas partir dans cette direction. Hein. C'est complexe. À noter que, voilà, ils vont sacrifier un pion, les noirs, et ce sera pas très clair, mais... Même là, c'est pas un avantage pour les blancs très sérieux. Hein. C'est un petit avantage, voilà. Et puis sinon, il y a le plus logique cavalier C3, on développe. Les noirs peuvent faire le grand roc, et les blancs également.
Alors on n'a pas des rocs opposés, hein. Les noirs vont mettre leur pion au centre. On a une position qui est proche de l'égalité ici. Mais il y a un petit peu... Enfin, ouais, c'est pas très tranchant non plus, hein. Voilà, donc il aurait pu aller là-bas, Magnus Carlsen, il a hésité. Il devait lui-même comprendre que ça, c'était pas très tranchant. Mais c'était encore un peu trop tranchant pour le contexte du match. Et après hésitation, il a préféré calmer le jeu avec pion C3. Et là, les dames vont s'échanger tôt ou tard. Et ou tôt d'ailleurs. En fait, non, elles vont s'échanger. Ça dépend. Plutôt dans quelques coups. Pion D5, donc Nepomniachtchi qui fait le coup qu'il devait faire dans l'autre variante, mais il a inversé l'ordre de coup. Et s'il avait voulu, voilà, faire comme dans la 8ème partie, c'est-à-dire pimenter la partie, puis elle aurait pu se lancer dans G5. Coup très intéressant, très rare qu'on fasse ce type de coup dans le début de partie. Mais cavalier revient sur D3, admettons pion H6. Je vais vous montrer une petite astuce comme ça, je profite pour vous montrer un petit truc. Imaginons fou F5 en se disant hey, mais on peut prendre le cavalier, la dame ne pourra pas prendre vu qu'elle est clouée verticalement, on pourrait gagner un cavalier. Admettons que les blancs prennent ça et les noirs prennent ça. Et j'ai gagné un cavalier. Mais non en fait, parce que il y a dame prend dame et derrière ça réveille le fou. Voilà. Donc ça c'est un thème qu'il faut avoir vu au moins une fois, sinon on risque de se mélanger les pinceaux et de ne pas comprendre. Donc on n'a rien gagné. Ça fait un échange et on a perdu le pion G5 pour le coup. Ok, c'est juste pour la parenthèse. Pion H6, admettons, protège le pion du coup. Et pion H4, tour G8. Alors la position est très étrange. Vraiment. Mais elle est pas mal pour les noirs, en fait, bizarrement. Voilà, ça se joue. C'est pas si mal. Donc il aurait pu partir dans un truc inhabituel. Mais non, c'était pas... les deux joueurs, en fait, n'étaient pas durs. Carlsen s'est dit, ok, on va échanger les dames. Et Nepomniachtchi a dit, on va mettre un pion en D5, on va pas mettre un pion en G5. Et on obtient cette structure qu'on a déjà vue plusieurs fois, et que j'ai déjà discuté, aussi bien d'ailleurs dans le coup du jour que dans les débriefs. Structure de Française d'échange, structure de Petrov. Et voilà. Donc vous connaissez déjà les idées, on va les retrouver. Par contre, ça va être les idées sans dame. Du coup, il y a une petite légère évolution de ce côté-là. Cavalier D2. Bon, maintenant, il va pas faire fou E3 maintenant, parce qu'après fou F5, il a même pas cavalier C3. Et du coup, il peut même pas jouer un coup un peu offensif, alors qu'il a essayé de garder les dames. Donc c'est pas logique. Si tu gardes les dames, tu veux pouvoir faire des coups offensifs, pas sortir ton cavalier en D2, quoi. Voilà. Il fait cavalier D2, il sait que les dames vont partir. Un coup très intéressant des Nepomniachtchi, cavalier D8. Alors très bizarre, hein, il ramène son cavalier sur D8, on peut se demander pourquoi. La première chose qu'on peut dire, c'est que ce cavalier est bien muselé par ce pion. Voilà, ce pion qui l'empêche de prendre en D4 et de venir en B4 pour créer des menaces. Du coup, déjà, il n'est pas très bien placé. Il ne peut pas non plus venir au centre. Donc, pas terrible. Ok. Et on retrouve cette thématique, on avait parlé dans les Espagnols, où le cavalier essaye de trouver une case. Souvent, il essaie de faire cette route pour aller de l'autre côté, voilà, dans les Espagnols. Et là, il y a un peu la même thématique, et surtout, il libère son pion. Voilà, donc il veut venir là pour éliminer ce cavalier, qui est plutôt avancé, c'est la pièce la plus avancée des blancs. Et puis, il libère son pion, alors pas tellement pour faire ça, parce que je rappelle que les dames vont s'échanger, vu qu'elles sont clouées. Enfin... probablement. Pas tellement pour faire ça, parce que ça va faire un pion isolé. Après, pion prend, admettons, voilà, c'est le même truc que tout à l'heure d'ailleurs, hein. C'est 5, pion prend. Ah, ce pion qui se met bizarrement, c'est curieux. Pion prend, dame prend, échange, et hop, le fou reprend le pion, hein, donc c'est pas un pion perdu. Comme tout à l'heure. Mais on aura un pion isolé. Alors, quand on peut jouer avec un pion isolé, mais il faut des dames et du jeu, du dynamisme, pour compenser le fait qu'on ait un pion isolé. Si on a un pion isolé et rien en échange, bah, c'est juste une mauvaise nouvelle en fait. Donc aussi bien quand il y a des dames, on va chercher des coups comme ça, et les blancs vont chercher des coups comme ça pour ouvrir, pour attaquer le centre, pour faire des choses intéressantes dans la partie, bousculer le centre de l'adversaire. Autant quand il n'y a plus de dames, on va pas faire ça dans ce type de position, ce serait une erreur. Voilà, donc pas facile hein, de savoir la différence entre les deux. Cavalier F3. Alors là, il a bien envie de faire cavalier 5, par contre, lui, il pourrait aller au centre, sur une belle case. Et c'est le moment que choisit Nepomniachtchi d'échanger les dames, pour pas que le cavalier vienne sur E5, et que le dame reste sur l'échiquier, avec les blancs qui ont un beau cavalier sur E5. Voilà. Donc il échange.
J'avance mes notes. Fou prend évidemment. Donc les blancs qui sont plus développés ici, fou D6, les noirs ont sorti 2 pièces, les blancs ont sorti 3 pièces. Donc, légère avance de développement pour les blancs, mais vu la structure symétrique, difficile de créer un déséquilibre et difficile d'en retirer quelque chose. Donc cette avance de développement, voilà, on peut pas en tirer grand chose. Alors, petit rock, les deux joueurs qui rock. Fou en D3, le fou qui se place, le bon fou qui se place sur la bonne case, tout comme l'autre bon fou est sur la bonne case, c'est leur meilleure case. J'ai parlé de ces cases un peu dans la française de manière générale, mais là c'est la française d'échange, oui, ça se vaut. Tour E8, les noirs qui prennent la colonne. Bon, pas d'énormes choses à déclarer ici. Les blancs qui s'opposent, alors très malin quand même de s'opposer de cette façon-là, parce qu'on peut se dire, eh oui, mais le cavalier blanc est obligé de reculer, mais on va voir qu'il était content de reculer et de libérer son pion pour éventuellement avancer. Cavalier, voilà, alors pourquoi avancer le pion? Eh bien pour museler ce cavalier, donc on va retrouver la même idée que tout à l'heure avec ce cavalier et ce pion. Voilà. Comme ça. Cavalier 6. Voilà, il veut changer le cavalier. Enfin, alors ce cavalier n'est pas incroyable, mais il met une petite pression ici. Alors, on pourrait faire C6, honnêtement, il n'y aurait pas de contre-indication ici. Cavalier E6, cavalier prend E6. Oui, s'il recule, c'est bon, c'est pas incroyable. Les noirs, ils font ça, ils vont amener la tour. Vous voyez qu'il ne se passe pas trop grand-chose ici. Cavalier prend E6, fou prend E6, un échange de pièces. Et là, c'était le moment que j'ai choisi pour le coup du jour. Donc j'avais décrypté plus en détail cette séquence de coups qui va arriver. Là je vais aller à l'essentiel. Donc il joue G3 et il a pour la 3e fois du match l'idée de mettre un cavalier en fianchetto avec, on retrouve cette idée d'échanger le mauvais fou contre le bon fou. Et donc il veut faire cavalier G2 puis fou F4 et en cas de capture reprendre avec le cavalier et non pas bien sûr avec le pion pour faire des pions doublés isolés moches avec un isolé en H. Plan très simple, très sain et voilà. G6. Cavalier G2, tour 8, les noirs qui reprennent la colonne. Pion F3, voilà, très bien joué ici. Avant de faire son coup de fou F4, qui serait moyennement bienvenu puisque les noirs viendraient avec ce fou ici. Et après, pourrait repousser le cavalier. Donc ça, c'est une vente que j'explique dans la vidéo coup du jour. Donc je vous la mets là-haut si vous voulez en savoir plus. Je ne vais pas la remontrer. Et il a fait pion F3 donc pour museler ce cavalier. Alors ce cavalier qui sait plus trop quoi faire, et qui trouve quand même du travail, il se met sur le bord et il empêche l'idée de fou F4, parce que maintenant c'est terrible au niveau de la structure de pion si on doit prendre comme ça à la fin. Le roi qui vient sur F2, très bien placé, donc c'est ce qui est aussi... donc tout s'enchaîne, en fait vous voyez, quand on regarde des parties de grands joueurs, on a l'impression que les pièces se laissent passer mutuellement de manière naturelle, comme si c'est un ballet, et sans s'en rendre compte en fait, c'est-à-dire que il échange les tours comme ça, on se dit bon ok c'est juste un échange de tours, en fait le cavalier recule et il va laisser passer le pion qui quand il va avancer va neutraliser le cavalier et il va laisser passer son propre roi pour venir contrôler les cases pour pas que la tour elle rentre, donc tout s'imbrique de manière logique. Roi F2, pion C6. Donc là, on protège ce pion en anticipation de l'arrivée du cavalier à un moment donné sur l'une de ces deux cases. Roi F2 c'est fait. Pion G4, il repousse le cavalier. Le cavalier qui s'en va. Et finalement, il réussit ce coup de fou F4, c'est-à-dire l'échange de son mauvais fou contre le bon fou de l'adversaire. Fou prend. Cavalier prend. Ici, on peut argumenter que ces deux pièces sont meilleures que les deux pièces mineures des noirs. Cependant, elles n'ont pas grand-chose à cibler. Et aux échecs, l'important, c'est de réussir à cibler quelque chose. En plus, Nepomucci va repousser le cavalier par pion G5. Très bien joué de sa part. Cavalier E2. Voilà, si on fait rien, les blancs vont faire H4. Et ils vont soit dissuader G5, il faudrait qu'il le prépare comme ça, mais ça peut faire un pion un peu fragile. Et comme il y aura eu H4, HG, bah, ça va ouvrir la colonne quand même pour la tour.
Ça reste pas incroyable, honnêtement, mais ce serait un petit peu mieux pour les noirs. Donc il pousse d'abord le cavalier, mieux joué. Cavalier qui repart, qui n'a pas envie de prendre ici, puisque le cavalier aurait l'espoir plus tard de venir ici, même si après tour E1, ça va retarder le projet des noirs, mais sur le principe c'est égalité. Cavalier 2, même limite ça pourrait devenir moins bien. Pour les blancs, le cavalier repart donc, et pion F5, bien joué de la part d'Nepomniachtchi qui attaque le pion G4. Donc là, il lutte pour l'initiative, il se laisse pas marcher dessus. Et il lui dit ok, t'as peut-être des pièces un peu meilleures, mais moi je t'attaque. Et j'avance. Et je peux peut-être prendre l'espace. Même si ça, faut un peu se méfier, parce que c'est vrai que ça lutte bien contre le cavalier. Mais H4 va venir, et là il sera sûr d'ouvrir, et il sera sûr de mettre sa tour là, et faut faire attention quoi. Donc après H3 qui a été joué par Magnus Carlsen. Alors, faudrait pas prendre sur F5 ici, hein, puisqu'on va offrir sur un plateau la même opération stratégique de qualité pour les noirs, c'est-à-dire échanger leur mauvais fou contre le bon fou. Et en plus, on resterait avec 2 pions isolés ici, donc pas trop joyeux. Il y a encore des mini complications à base de ça, qui attaque le pion, et s'il défend, on peut l'attaquer. Et ici, il va faire ça. Et on va pas pouvoir gagner ce pion parce qu'il y aura cet échec. Voilà, pour simplifier. Donc après F5, il n'a pas pris, il a protégé son pion. Du coup, il est obligé de se mettre sur la défensive. Roi F7. Bon, bah on a dit l'essentiel sur cette partie. Maintenant, Magnus Carlsen qui... Alors, il y a une chose qu'on n'a pas dite. Regardez les pendules. 1h34 pour Nepomniachtchi, 54 minutes pour Magnus Carlsen. Donc il a 40 minutes d'avance à la pendule. Ça fait aussi partie de son objectif du jour, de dire, regardez, je peux jouer vite, comme je le fais d'habitude, c'est mon style de jeu, mais contrairement au jour précédent, je peux jouer vite et bien, et ne pas faire d'erreur. Alors certes, la position est très plate, donc ça aide à ne pas faire de boulettes, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement il fait des boulettes dans des positions plates, aussi, les 2 jours, les 2 parties précédentes, donc... S'il arrive à jouer cette position plate sans boulette, finalement, c'est presque une réussite pour lui aujourd'hui. Voilà, et c'est ce qu'il a réussi. Tour H1, bon, l'autre façon de jouer, ce serait de prendre de l'espace de ce côté-là, éventuellement envoyer les pions pour essayer de créer quelque chose. Vraiment, c'est très dur de créer quelque chose dans cette structure de pions symétrique. Tour H1, H6, juste pour dire que H5, c'est un peu risqué. Voilà, on s'expose très légèrement. Bon, ça va faire égalité aussi normalement. Mais... H6, voilà. Donc, on voit qu'il a pris aucune décision. Alors, risquée, c'est même pas le mot, mais un tout petit peu tendancieuse ou suspecte ou voilà, ou agressive ou. Il a dit aujourd'hui, je vais jouer très solide. Et ce qu'il a fait. F4, bon, H4, c'est suspect, on donne le pion G4. Donc FG, AG, et ils ont liquidé la position. Fou prend 44 minutes. Donc Magnus Carlsen, aujourd'hui, il a cherché comment obtenir quelque chose. Il adore ça. Il adore les échecs, il adore même n'importe quelle position. Vous les mettez, il va chercher. Il va chercher, ça va l'intéresser quand même. Et c'est ça aussi qui fait sa force, quoi. Hein, par rapport à d'autres joueurs qui diraient, bon, cette position ne m'intéresse pas. Bon, mais presque tous les meilleurs joueurs du monde, ils sont intéressés par toutes les positions. Certains un peu plus que d'autres, néanmoins. Magnus Carlsen peut être intéressé par n'importe quelle position. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on peut mentionner? Oui, on peut mentionner 2 choses pour terminer ce débrief. C'est que fou F5, c'était un bon coup de la part de Nepomniachtchi. Il y avait une boulette à commettre ici. C'était fou prend cavalier avec l'espoir de gagner le pion derrière, mais on subirait une terrible enfilade après échec et la tour serait perdue et on perdrait la partie. Il n'est jamais trop tard pour perdre la partie. Il nous l'avait montré malheureusement dans les jours précédents. Fou prend F5, cavalier prend F5, tour H7 échec. Et là, jamais trop tard pour perdre la partie non plus du côté de Magnus Carlsen, si jamais il se dit eh, mais j'ai tour H5, ça fait une enfilature le pion et le cavalier. Vous pouvez mettre la pause pour découvrir le coup des noirs. Eh bien, il s'agit de tour prend E2, évidemment, sacrifice d'attraction et la fourchette du cavalier entre le roi et la tour. Et les noirs gagnent la partie. Bon,
Normalement, ils aperçoivent ça en moins de 1 seconde. C'est-à-dire, si je dis « Oh, est-ce que je pourrais jouer le tour H5 ?» Et normalement, en moins de 1 seconde, leur cerveau leur dit « Ah non, il y a tour pour E2. » Tour H7 échec. Alors, évidemment, si le roi bouge, c'est un peu risqué, parce que la tour qui va commencer à faire une razzia là-bas, même si peut-être que nous on peut faire quelque chose, essayer de créer quelque chose par là, enfin j'ai pris un nom, mais plutôt poussé, mais on va pas faire ça, il a dit non, non, je pense qu'il y a même pas envisagé plus qu'une seconde là aussi. Il a bloqué avec son cavalier. Les blancs ont gagné un pion, mais les noirs ont fait une double attaque entre la tour et le pion, et donc ils l'ont repris, et donc il s'est rien passé, il a fait échec, il a protégé, il a fait échec, il est parti, il a avancé son cavalier, il s'est mis là, il a fait ça, la tour est venue là, il est venu au centre, le cavalier est reparti en arrière, la tour a menacé un mat, tout de même, mais c'était pas la grande excitation chez les spectateurs, et après l'échec, les tours se sont échangées, et il y a eu nul, puisqu'on arrive au 41e coup de cette partie. Et bien voilà pour le débrief de cette partie. On va faire le bilan de la journée, les moments clés. Pas très long. Vous pouvez mettre la pause pour les lire. Et les scores et le score. Voilà pour l'affichage. Et maintenant, il est temps pour nous de conclure. Alors, aujourd'hui, une journée pacifique. Yann Nepomniachtchi stoppe l'hémorragie avec une nulle propre avec les noirs. Magnus Carlsen a hésité, mais il n'était pas d'humeur à tenter le diable. Cette nulle le rapproche de la victoire finale. Il reste 4 parties, il doit encore marquer 1 point. Donc soit une victoire, soit 2 nuls. Je vous mets quelques citations de la journée. Vous pouvez retrouver sur le site Europe Échec, dans les articles dédiés. Et si vous voulez les lire, je vous laisse mettre la pause, car je vais les enlever. Alors, Nepomniachtchi a voulu retrouver un peu de confiance et de stabilité. Il a maintenant la journée de repos pour continuer à recharger ses batteries avant d'essayer quelque chose avec les blancs vendredi. À quoi on peut s'attendre pour la 11e partie? Je vais changer le numéro sur l'écran. Et on va remplacer cette question par une autre. La question que j'ai choisie pour ce vendredi, cette 11e partie du championnat du monde, c'est la partie de la dernière chance pour Nepo, car il ne reste que 4 parties, il a 3 points de retard évidemment. Il faut qu'il gagne ce vendredi. Alors, est-ce qu'on va voir un Nepomniachtchi combatif et appliqué, qui pourra au moins essayer de se créer des chances de gain, ou alors ne sera-t-il que l'ombre de lui-même? Ce mercredi, il a fait un premier pas dans la bonne direction, mais on ne saura que dans 2 jours si il réussira à en faire un deuxième. Et vous, à quoi vous vous attendez ce vendredi? Vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Ce jeudi, c'est la journée de repos. La 11e partie aura lieu vendredi à partir de 13h30. Ce sera suivi en direct sur le site Europe Échec. Vous avez tous les articles, tout ce qu'il faut, l'interface de retransmission, et puis les PGN commentés. Si vous avez des questions au sujet de cette partie, ou bien du match en général, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé ce débrief, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Merci de votre attention et je vous dis à vendredi pour la suite de ce championnat du monde 2021.